You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e épisode de la 3e saison de Cold Facts. On commence avec Lausanne qui va un tout petit peu mieux, mais enfin ça se concrétise surtout par une victoire 5-3 contre Davos après 3 revers consécutifs. Peut-être que l'émergence lausannoise est venue de nouvel assistant de Craig McTavish, Bobby Dallas, parce que Bien qui continue d'aller mieux que jamais, 6e victoire de suite, 2 victoires consécutives contre Berne en back-to-back, à Berne et à Bienne. Après, on passe à nos pronostics. On enchaîne avec Genève et Fribourg. On les a mis un petit peu ensemble parce que Genève et Fribourg se sont rencontrés 2 fois en une semaine, 2 vendredis, avec 2 fois des victoires genevoises. Excellent Gauthier des Clous, on verra le côté genevois qui après a perdu contre Bienne 4-1 et le côté fribourgeois qui eux ont été gagnés à Lausanne 2-1. Et puis on finira par un petit détour en Swiss League où on va parler des playoffs à venir avec notamment les interventions d'Alain Birbaum d'Ajoie. Salut Greg. Salut Jean-Fred, t'as sorti ton boulier pour cette fin de saison? Tu me surprends là déjà, est-ce que tu vas bien? Oui. Oh oui, ça va, merci, mais moi je suis au taquet là, on a des équipes serrées, Bienne qui revient, 7 équipes pour 6 places en dessus de la barre, c'est tendu là, non? Ah c'est bien, toi t'es tendu, moi j'ai un peu de peine, c'est peut-être l'effet K-Manager qui pédale un peu, qui fait que je suis là à me dire, bon, est-ce qu'on va vraiment trouver des choses à dire? Mais t'as raison, c'est tout serré donc... Merci les pré-playoffs. Là, Ça, c'est la seule fois que tu le dis. Hein. Ben non, moi j'aime bien cette façon. J'ai toujours été positif avec les pré-playoffs et je le suis d'autant plus maintenant. Ah ouais? Imagine, en temps normal, on serait là à se dire ouais, bon, les équipes vont jouer pour se placer en vue des playoffs. Puis on ferait des théories en salle de presse. Oui, mais si machin perd par 8 buts d'écart et l'autre gagne par 14, ben en fait, on sait plus. Ben non, là, on a des trucs à dire. On a vraiment quelque chose. Il y a un vrai enjeu pour cette fin de saison. On a même Lausanne qui est concernée, et même ça va de Fribourg 2e à Davos 8e. Tout le monde est concerné. Lausanne n'est pas sortie de la gonfle. Enfin, c'est génial. Cette fin de saison, elle va être cool pour ça, moi, je trouve. Ouais, mais c'est un peu salaud pour ceux qui sont quand même au-dessus. D'habitude, on aime bien dire 1,5 point par match, hein, vu que c'était un peu la norme pour dire, normalement, si tu fais 1,5 point par match sur 50, tu es à 75 points et, somme toute, tu es en play-off. Hein, tu es dans les 8. Puis là, maintenant, on se retrouve avec des équipes qui sont 9 et 10, qui potentiellement peuvent shooter des équipes qui sont 7 et 8, qui ont fait un super championnat, quoi. Ouais, non, mais le point et demi, on est en plein dedans. Hein. Davos, 8e avec 45 matchs, fois 1,5, 67 points. Plus ou moins, hein, à une demi près, on y est. Et effectivement, ils vont devoir jouer Rapperswil ou Berne en pré-playoff s'ils ne se qualifient pas. Et honnêtement, Davos qui a déjà 45 matchs, je pense que eux, on peut presque les enlever de la course, mais de Lausanne à Fribourg, ça va être tendu. Et commençons par Lausanne. Exactement. On commence par Lausanne qui a battu Davos mardi soir à Malais. Ça faisait suite à 3 défaites, dont un 2-1 contre Fribourg. Est-ce que Lausanne t'as rassuré mardi contre Davos? Écoute, je ne sais pas s'il faut dire rassuré. Davos, franchement, c'était pas terrible. Moi, j'ai trouvé que cette équipe était loin d'être impressionnante. Défensivement, ça rigolait pas. Et Schliemann au but, honnêtement... je pensais pareil. Ça me fait vraiment pas rêver. Donc, non. Est-ce que Lausanne m'a rassuré après ces 3 défaites de rang? En un sens, on peut dire oui quand même, parce que c'est typiquement le genre de match piège. Tu joues contre une équipe de Davos qui n'est pas terrible. Ils se sont en plus fait remonter en fin de match à 4-3. Ils ont tenu quand même ce but dans la cage vide qui tient. Rassuré, je sais pas. Par contre, ils étaient ultra importants, ces 3 points contre Davos. Ils les ont fait. Au bout d'un moment, il ne faut pas faire la fine bouche là-devant. Je pense que l'essentiel a été fait. Il y a 3-0 à la mi-match environ. Ouais. Là, tu te dis, OK, ça va dérouler. Mais malgré ça, c'est une fin de rencontre compliquée. Il y a eu ces 2 pénalités en fin de deuxième tiers-temps qui fait que Davos s'est remis dedans. Ça reste un équilibre assez instable, mais il y a eu la victoire au bout. Donc finalement, il y a eu des matchs où Lausanne était peut-être
meilleur, on va dire, ou livrer une meilleure prestation globale et perdaient, là, là, ils ont gagné les 3 points. Next, prochain match à Langnau. Ces 2 matchs-là sont clés pour vivre une fin de saison un peu plus tranquille. Première partie de la tâche a été effectuée. Je ne parle pas encore du match contre Bienne de samedi, parce que ça va être une autre histoire. Ouais, on peut dire que le premier tiers remporté 2-0, c'était 16-3 au shoot. Donc là, Lausanne était entré dans son match comme il faut. C'est au final ce qui a permis au club de se maintenir. Même quand il y a eu moi, tu disais le 3-0, avec le 4-1 d'Emerton, à 10 minutes de la fin, là, c'était un peu c'est validé. Et puis derrière, peut-être que justement, tu sens cette fragilité, tu sens que cette équipe avec un Tobias Stephan qui est pas, je maintiens que je trouve que il est pas rassurant comme il pouvait l'être au début. Il a que 20 shoots, Tobias Stephan. Ouais. Donc défensivement, ça a tenu la route, je trouve. Bon, le tir d'ambule est bien sûr. rien à dire. Mais peut-être que sur le 4-2, c'est un peu une pataugée devant lui et tout. Donc, ouais, c'est... Heureusement que au final, tu fais pas dans ton froc parce que c'est bon, tu as réussi à aller chercher cette victoire. Mais je crains presque il faudra pas faire une rechute contre Langnau, disons. Parce que pas que tout ton bénéfice là... Le but, c'est pas en 2 matchs de faire 3 points puis de dire c'est déjà pas mal. Non, là, le but, c'est de faire 6 points. Tu dois... Et à la rigueur, contre Bienne, peut-être, être là, c'est un peu, ça dépend. Alors là, on va jouer au jeu du SI. Est-ce que tu préfères pas aller perdre à Langnau puis battre Bienne? Alors, dans l'absolu, bien sûr. Mais bon, alors là, c'est des théories de femmes saoules, on est d'accord. Mais au bout du compte... C'est ce qu'on fait quand même, non? Ouais, en n'étant pas sous, mais... C'est le but du jeu, effectivement. Mais non... C'est les gens de théorie que tu peux pas faire dans un vestiaire normal. Bon, perdons ce soir parce qu'on gagnera le prochain, ça n'arrive pas évidemment. Par contre, Corey Emerton, il me semble qu'on en parle souvent à ce micro, mais là c'est bon, on arrête de le sous-évaluer définitivement ce joueur, non? Alors il a fait un match plein. Ouais. Il est sur 3 buts, si je dis pas de bêtises, hein. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs années? C'est que c'est un joueur très précieux, que finalement, tu peux un peu mettre dans toutes les situations, et quand tu as besoin, il est là, finalement. Il était constamment bon cette saison, j'ai trouvé, Corey Emerton. Dans une position de centre, en plus. Oui. Ce qui est quand même très utile. Là, comme il y a eu Udacek qui est tombé, donc finalement, le quatuor étranger, à part évidemment Vladimir Roth, on est un peu d'accord pour dire que Hudon, Gibbons, Barberio et Emerton, c'est les 4 que tu touches pas. Au bout d'un moment, il faudra quand même qu'on se pose la question de Barberio, même s'il apporte beaucoup en powerplay, il apporte une certaine stabilité et un calme. Si tu me dis on remplace lequel des 4 pour faire rentrer Roth parce qu'on veut faire rentrer Roth un soir, au-delà du fait que Roth est défenseur comme Barberio, mais même je pense qu'avec cette défense, Lausanne pourrait presque partir sans étranger si vraiment ils peuvent le faire en jouant à 6, surtout que McTavish aime bien jouer avec à 6 derrière, donc c'est faisable. Barberio, moi je m'attendais quand même un peu à mieux globalement, il a qu'un but cette saison, tu me diras c'est pas son rôle de marquer, mais quand même. Non, mais quand même alors. Et là ça fait un petit moment qu'il apporte un petit peu moins. Est-ce qu'il est vraiment à 100% actuellement? C'est une question qu'on peut se poser. Mais oui, pour moi, pour revenir au quatuor d'étrangers, Emerton, je ne sais pas si c'est le numéro 1, pas le nom numéro 1 sur la feuille, il y en a d'autres avant dans les Suisses, mais au niveau des étrangers, entre Gibbons, on a vu quand Gibbons n'était pas là, quelle différence ça pouvait faire. Et oui, Corey Emerton, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce joueur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a moins de points que Hudon avec beaucoup plus de matchs, mais j'arrive pas à trouver Hudon meilleur que Corey Emerton dans tout ce qu'il apporte, dans sa présence défensive, dans sa fiabilité à ce niveau-là. Là où Hudon, c'est un finisseur. Si tu lui mets des bons pucks, il va toujours réussir à shooter fort, très fort et dans la lucarne. En général, c'est à ça qu'il sert. Mais il est assez unidimensionnel là. Bien où un Emerton, c'est le couteau suisse. Exactement. Mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de voir que finalement, Hudon... Comme Konaker, il se disait qu'il avait un peu cette même position, mais quand on voit Konaker à Berne, on se dit ouais, mais Konaker, il a plus d'impact dans le jeu finalement. Peut-être aussi parce que cette ligne avec Olofsson et Jeffrey marche vraiment très très bien, et elle est très intéressante. Et que Hudon,
la ligne avec Malgin et Gibbons qui fonctionnait très bien au début, là maintenant elle connaît un peu des... Ouais, c'est peut-être pas des ratés, mais elle est moins décisive. Et Malgin aussi, voilà, il a fait son assist, mais on attend quand même plus de lui qu'un assist dans une cage vide. Je trouve quand même. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Surtout qu'on a été habitué à beaucoup plus que ça. Et bien sûr. Après, c'est déjà pas mal. Il n'a pas ramassé des pénalités stupides qui ont coûté des buts et le match à son équipe. Ce qui est bien, là, sur ce match-là, c'est l'apport des défenseurs. Et ça fait un petit moment qu'on avait vu que Frick et que Genadzi étaient quand même pas mal. Là, Frick, Genadzi, Grossman qui marque. On va dire que le but de Genadzi, c'est un but typique de défenseur. Le but de Grossman, c'est un but typique de défenseur. Même si Genadzi avance vers le but, mais il vient des lignes arrière, c'est complètement logique. Frick, là où il est plus intéressant, je trouve qu'il y a un flair sur l'action. Il fait cette passe sur le côté, puis Krakauskas joue très intelligemment et lui remet. Et finalement, il se met en position soit de centre, soit d'ailier, qui vient terminer le jeu. Et c'est là que tu vois pourquoi Frick est un défenseur précieux, en fait. Et que tu peux le mettre aussi des fois sur le powerplay devant le gardien pour gêner, alors que normalement, c'est le rôle d'un attaquant assez solide. Et que Lausanne n'avait pas, visiblement, parce que si tu mets Frick sur ce powerplay à cette place-là, c'est que tu estimes que il est meilleur que tes éventuels attaquants. Mm-hmm. Et là, j'ai bien aimé cette fin d'action, en fait. Pour revenir sur le nom que tu as cité, Krakauskas, on en a parlé la semaine passée dans l'épisode avec Doug Boulanger, où lui était pas... Je pense qu'il était surpris ou quand même de le voir s'établir en National League après avoir peiné à trouver un contrat en Swiss League. C'est quand même étonnant. Mais il y a un point qui pourrait être intéressant, en fait, c'est toujours les histoires de role player. Et ça, à l'avenir, c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu être davantage encore mis en avant. C'est est-ce que tu arrives, pour une fraction du prix de ton joueur, à trouver quelqu'un qui t'apporte pas la même chose, mais à peu près, ou d'autres choses pour tes lignes 3 et 4. Et c'est là où un Krakauskas dans la construction d'un roster pourrait être intéressant à ce niveau-là. Moi, j'avoue, et je fais un mea culpa, je crois que j'ai jamais pas vraiment parlé de lui quand il est arrivé, ni écrit sur lui, mais j'y croyais pas un instant, et je l'avoue très, très honnêtement. Et si quelqu'un, au moment de son arrivée à Lausanne, m'avait dit « Tu verras, je suis persuadé, il va jouer 20 matchs cette saison », soit il est devin, il faudra qu'il m'explique comment il fait, mais personne ne pouvait l'imaginer, surtout avec un Lausanne qui était suffisamment profond et qui n'avait pas besoin de lui, même avec 1 ou 2 ou 3 blessés, tu n'as pas besoin de Krakauskas. Maintenant, ils ont eu besoin de lui. Il a un rôle dans cette 4e ligne avec Froidevaux qui est intéressant. Et maintenant, il commence, j'ai l'impression, à prendre un petit peu de confiance. Alors, tu vois que techniquement, c'est loin d'être le joueur le plus habile de l'équipe, mais il amène cette énergie sur chaque shift. Et vraiment, vraiment, moi, je ne l'avais pas vu venir. Alors, je pense que tu l'as très bien résumé. Qui peut se lever et dire « Oui, j'avais vu Krakauskas ». Honnêtement, c'est pas possible. Il aurait été... à part le passage à Cloton, où tu pouvais peut-être te dire « Ah ouais, il commence à avoir peut-être cette touche. » Et déjà, le jeu en Swiss League et en National League, il n'est pas pareil. Le rôle que tu lui donnes, il n'est pas pareil. Voir en lui un gars assez physique, assez technique pour aller sur une 4e ligne et ça... là, tout le mérite en revient peut-être au scouting, en l'occurrence d'un Petr Svoboda, en l'occurrence. On peut dire que c'est plutôt bien joué. Le role player, moi, quand il m'a dit ça, j'ai eu une image. Or, je ne sais pas si c'est peut-être l'image qu'on a, mais parce que je suis un vieux de la vieille. C'est Ryan Gardner, tu sais, de se dire, si tu peux faire carrière dans cette ligue, c'est en allant devant le gardien et en touchant des pucks. Et Ryan Gardner était peut-être pas le plus grand patineur que la National League ait connu, mais par contre, pour aller le bouger et gêner, faire des screens sur le gardien et faire des déviations et tout, je sais pas s'il y avait dans l'histoire de la National League récente des types aussi bons pour avoir cet aspect-là du jeu. Et qu'est-ce qu'il a été utile dans les équipes où il est passé. Sur la fin de carrière, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais il a quand même tenu vraiment longtemps.
Complètement, mais moi je trouve qu'il était plus que ça en fait. Il a près de 900 matchs de National League, Ryan Gardner. Il était plus que juste un grand sapin que tu mets devant le gardien, quoi. Sinon, il n'aurait pas fait une carrière comme ça. Il avait quand même un certain flair offensif. Par contre, je trouve intéressant le cas Krakauskas, c'est qu'on a tellement souvent vu des joueurs qui survolaient la Swiss League ou la Ligue B, et quand tu les mettais à l'étage d'en dessus, en fait, tout ce qu'ils arrivaient à faire en bas, ils n'arrivaient plus à le reproduire un cran plus haut, parce que la défense était un petit peu meilleure, parce que le jeu allait un petit peu trop vite, etc. Et là, en fait, lui, j'ai l'impression qu'en Swiss League, on lui en demandait peut-être trop. Et si on te met sur une deuxième ou une première ligne en Swiss League et que tu dois mener l'offensive sans avoir un talent ou une habileté, comme je disais juste avant, bah c'est un petit peu limite. Par contre, si on dit, écoute, toi, il y a une chose. Tu as un physique qui est correct, voire bon, tu es rapide, tu as de l'énergie, tu sais mettre ton corps en opposition, tu sais faire ces petites choses-là. Par contre, commence pas à vouloir aller dribbler tout le monde et à vouloir installer le powerplay, ce sera pas ton rôle, tu n'auras pas à faire ça. Mais par contre, énergie, vitesse, machin. Et c'est l'inverse finalement de... On se pose souvent la question, est-ce que Ezen et De Vos pourraient jouer en National League? Est-ce qu'ils sont capables de... Et là, je trouve l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de jouer plus haut en Swiss League? Non, par contre, jouer dans un bottom 6 d'une National League. Enfin, je trouve intéressant le renversement finalement de la situation le concernant. Mais là où tu as aussi, on peut peut-être parler de ça, c'est sur le. Tu parlais du salary. Enfin, t'imaginais déjà le salary cap en te faisant une construction d'effectifs. Et finalement, d'avoir ce joueur-là, tu le payes pour un role player. Tu dis, écoute, c'est ce que tu vas faire. On le voit en NHL. Et puis, si tout d'un coup, tu performes par rapport à ton salaire, eh ben, peut-être que Zug, admettons, si on prend le cas d'un joueur à Lausanne, ou peut-être que Zurich va te payer plus pour le même rôle, mais parce qu'ils n'ont pas ce joueur et qu'ils aiment bien ce type-là. Peut-être qu'un autre club va se dire, ah, mais s'il est si bon dans ce rôle-là, peut-être qu'on peut essayer de le faire jouer dans un rôle plus offensif. Parce qu'il l'avait fait en Swiss League, mais il lui fallait peut-être ce déclic en National League. Et c'est là où je trouve hyper intéressant de voir le salary cap qui pourrait être, ou le fair play financier, tout dépend de comment mais d'avoir des constructions d'effectifs plus fines et pas simplement de dire, ah bon... Lausanne a fait la meilleure offre. Voilà, c'est 150 000 pour machin, c'est 200 000. C'est le prix d'un joueur de quatrième ligne, bah c'est comme ça. Non. Parce que justement, si ton Krakauskas, admettons, on prend l'exemple vu que c'est lui la base de cette discussion, te produit quelque chose, arrive en fin de contrat, et t'as justement, va peut-être un autre club qui fait peut-être moins bien ses devoirs, qui se dit, ah mais lui il est pas mal, on va plus le payer. Et toi tu dis, bah non, moi dans ma stratégie de fair play financier ou de salary cap ou etc, je veux pas dépasser le cap. Donc Krakauskas à X, c'est trop. En Ligue B, j'ai bien fait mes devoirs, il y a machin que personne n'a vu venir ou qui est en train d'arriver ou qui a été blessé cette saison, mais moi je sens qu'il peut me le remplacer pour la moitié du prix. Et l'argent économisé, je le mets pour aller chercher un meilleur joueur plus haut sur mes lignes 1 et 2, bah t'as gagné en fait sur toute la ligne. Et c'est là où, pour moi, je trépigne d'impatience en attendant le moment où ce genre de discussions pourront vraiment avoir lieu. Là, le seul problème, c'est que les salaires en Suisse, ça reste un sujet tabou. Et donc, est-ce qu'on aura vraiment les vrais salaires des joueurs qui seront exposés comme en NHL, où tu peux dire, ben voilà, tel GM, il a fait juste parce qu'il a signé machin pour tant et il lui a produit X goals, alors que dans l'autre équipe, il y a lui, bah, il produit moins pour 2 fois le prix. C'est là où ça devient vraiment intéressant de pouvoir comparer qui a fait quoi. Parce que je pense que c'est plus simple d'être GM de Zug que d'être GM de Langnau. Complètement. Alors tu te poses t'as peut-être d'autres problèmes à régler à Zug qu'à Langnau. Je dis pas que c'est facile, hein, attention. Mais ça demande d'être un petit peu moins créatif d'aller chercher Gregory Hoffman. J'ai l'impression que c'est une grande créativité. Ah ouais, c'est la création, là. Elle prend. Et c'est là où ça va être intéressant, je pense. Et du coup, l'exemple de Krakauskas, c'est si tu le prends pour un rôle précis et il remplit ce rôle précis, bah, tu as gagné. Et je pensais pas qu'on parlerait 10 minutes d'Emilius Krakauskas. On parle pas de lui. Mais c'est assez inattendu et ça fait assez plaisir de voir que ça fonctionne, ce point-là. Je vais discuter un tout petit peu d'un autre joueur, comme ça peut-être toi tu peux réfléchir à d'autres joueurs dans le même rôle dans d'autres clubs de National League, mais je trouve que Aurélien Marty, par exemple, typiquement dans le rôle du défenseur défensif, qui fait de la place, qui est solide sur ses patins, dans sa ligne avec Grossman par exemple, fait partie de ce
type de défenseur. En anglais, ils vont utiliser le terme de stay at home, donc vraiment qui reste à la maison. Défenseur défensif. Voilà, mais défenseur défensif, très utile pour ce rôle-là. Et puis, effectivement, NHL, des fois, on a des défenseurs défensifs qui sont payés assez cher. Ils seront jamais payés aussi cher que les Romagnosi, par exemple, qui sont capables de mener le powerplay, de jouer 30 minutes, etc. Mais il y a quand même une niche intéressante. Et j'essaye aussi de me dire dans d'autres équipes, je prends nos équipes romandes. T'as Mike Fulmin du côté de Genève, par exemple. C'est juste. Qui est aussi un joueur, il débarque de Langenthal. On lui demandait à Langenthal d'être un petit peu plus offensif. Et il fait des saisons à 19 points là-bas. Maintenant, à Genève, il n'a pas ce même rôle, mais il est capable. S'il faut jouer un tout petit peu plus haut dans l'alignement, il est capable. Mais il connaît ses limites également, mais il tient son rôle en National League, alors qu'il débarque de 3e division NCAA à Langenthal quand même. Ça, si ce gars n'a pas un passeport suisse qui vient d'Ontario, il serait jamais là, en fait, parce qu'il vient de tellement loin. C'est assez intéressant, je trouve. Et on remarque que c'était Chris Maxorley qui avait quand même eu le flair pour aller voir ce joueur-là. On disait, lui, je vois... Maxorley a été un des premiers aussi à donner des rôles à des joueurs. J'ai l'impression que d'amener cette touche nord-américaine en Suisse, oui, que des fois on n'avait peut-être pas... tu parlais de certains joueurs en Swiss League qui, tout d'un coup, on s'attend à ce que peut-être ils puissent faire pareil en National League. Et on a par exemple le cas de Michael Ugly. On a dit que c'était super, par exemple, que Bien avait eu le fin nez. Là, il n'est pas en 3e ou 4e ligne. Enfin, si, mais c'est plutôt un joueur offensif. On s'attend à peut-être que sa production, qui est chouette en Swiss League, elle descend un petit peu, mais que lui, il peut être un ailier assez offensif en National League. Mais des Michael Ugly, des cas comme ça, il n'y en a pas 50, j'ai l'impression. Non, clairement. Moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir un cran plus haut, c'est Julian Mettler du côté de Cloton, qui est en fin de contrat. Et c'est un joueur de 20 ans qui est quand même un ancien international M20. Moi, je pars toujours du principe que s'il a été international M20, et il est allé au mondiaux M20, international, c'est encore une chose, mais il est allé au mondial M20. Il fait 15 points cette saison en Swiss League à 20 ans. Il joue centre. Tu sais que le centre se développe toujours un tout petit peu plus tard. Il peut jouer les deux positions devant. Lui, j'aimerais bien le voir avoir une chanson, ou alors ça peut venir avec Cloton, tout simplement. Pardon, il a joué toute sa carrière à Cloton, mais là, il était à Getse. Ouais. Est-ce que les CDC se disent non, mais lui, on le garde? Possible. Est-ce que justement, et c'est pour ça que j'ai fourché, est-ce qu'il va repartir chez le voisin en se disant si Cloton monte, c'est là où je vais pouvoir m'établir en National League? Et c'est ce genre de profil-là que tu peux, à mon avis, cibler. Et justement, réussir à économiser de l'argent sur titre première ligne en ayant des profils comme ça. Fribourg a tenté avec Jordan Bougro, qui se fait gentiment sa place en National League. Mais ça prend peut-être un petit peu de temps. Il faut être d'accord de l'investir, ce temps. Puis bon, il y a juste un truc. Il me semble qu'on oublie. À Lausanne, c'est qu'on l'a appris en début de semaine, c'est l'arrivée de Bobby. Ton univers impitoyable. On était obligé, alors c'est un peu une référence de vieux, mais ça fait quoi? C'est les années, je pense, c'est les années 80. Donc ça fait bien 40 moi, ans. j'étais à peine né, mais oui, je vois ce que c'est. Ça s'appelle la culture générale, même si c'est de ton époque, mais pas de la mienne. Voilà, mais là, on a perdu tous ceux qui sont nés dans les années, ce qu'on va dire, les années 90, ceux qui ont même 30 piges, ils savent même pas de quoi on parle. Mais comment il s'appelle? Parce qu'en plus, ça, on a l'impression que c'est un pseudo... c'est un pseudo d'une série de télé, quoi. C'est un nom de méchant dans une série. Parce que Bobby Dolas, en fait, c'est Argantas Aralambous. Ouais, dans quel sens? Est-ce que ce serait peut-être pas plutôt Aralambous, Passer de Argantas? Argantas à Dolas, moi je trouve ça assez incroyable. Et je sais pas si c'est volontaire, honnêtement je pense, mais Argantas, Dolas. Argantas, Chapeau. argent, dollar. Oh. Ouais. Si c'est ça, c'est solide. Bobby Dolas, ouais, si tu regardes sa fiche Elite Prospect Team Staff, il a entraîné pas ou peu. Il a 56 ans. Ancien joueur de NHL, quand même assez respectable. Ouais, complètement. A une carrière plus que respectable même. On n'en a pas beaucoup des joueurs, des gens dans le hockey suisse à avoir
une aussi longue carrière. Tout à fait. Mais comme coach, par contre, il a été à West Island Lions, Sorel, je vais tous les faire, il n'y en a pas beaucoup. 3-4 West Island Lions, 6-7 Sorel Tracy Mission, là il était head coach pour la première fois. Après, il y a 9 ans, il ne coach plus. Après, il est assistant coach et head coach la même année de Saint-Léonard Arctique. 18-19, collège André Grasset, moins de 18 ans. Et 20-21, donc à nouveau 2 ans, il ne fait plus rien. U17 de Lausanne. Et là, il a été mis un peu pas dans les pattes parce que c'est dépréciatif. Il a été mis à l'aile de Craig McTavish. Sur l'autre aile, il y a Karel Svoboda. Et là, sur cette aile-là, il y a Bobby Dolas pour aider la défense, le jeu de transition, etc. Finalement, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a rien dit de l'entraînement. Vraiment, j'ai l'impression que c'est censé être plus qu'anecdotique Cosmétique. comme arrivé, mais j'ai l'impression que toute aide semble être la bienvenue en ce moment pour sortir de la crise. Ce qu'on peut dire de positif, par contre, c'est que la question, c'est est-ce qu'il fallait activer le coup près pour McTavish ? Et moi, je pensais vraiment, vraiment que ça allait arriver. Ouais. Ben non, pour le coup, Peter Svoboda semble être patient et fait confiance aux hommes en place. Elle n'a pas activé le coup près, cherche des solutions à l'interne pour s'en sortir. Ça, c'est à mettre au crédit d'un dirigeant qui ne cède pas à la panique des résultats. Après, on connaît la longévité d'un coach. Chaque jour qui passe le rapproche du jour de son licenciement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment, vraiment à mettre au crédit de Peter Svoboda. Je sais qu'à ce micro, on n'est pas toujours positif. Mais alors, sur ce coup-là, il cherche les solutions à l'interne. Est-ce qu'elle va tomber ? C'est peut-être aussi qu'il a confiance dans son équipe. À ce moment, Peter Svoboda, il se dit « Ouais, écoute, on n'est peut-être pas hyper bon. » ou peut-être pas aussi bon qu'en novembre-décembre, mais le potentiel est là et je suis sûr que d'ici 1 mois, ça va aller. Donc, pourquoi paniquer et virer mon coach alors qu'il a eu du succès par le passé ? On lui met une aide, une nouvelle voie, peut-être pour parler aux défenseurs, pour améliorer certains petits détails. Finalement, c'est intéressant à suivre et je me réjouis de voir si ça va lancer une nouvelle dynamique. Je pense que ça va... Si Lausanne gagne, c'est pas parce que Bobby Dolas, et si Lausanne perd, c'est pas à cause de lui. Ça va, pour moi, ça va rien changer. Par contre, c'est une nouvelle voix dans le vestiaire, c'est une nouvelle, peut-être 2-3 petits détails par-ci par-là, et franchement, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a de la place encore sur le banc ? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Je crois que c'est 50 la limitation des manifestations dans l'espace public. Donc là, ils sont quoi ? Ils étaient 8 derrière le banc. Avant, c'est 9 maintenant. Alors, c'est pas tous des gens du staff, mais heureusement qu'on a une limite instaurée par le Conseil fédéral, effectivement. Parce que entre Huet, entre Foust... Bon, Huet n'est pas derrière le banc, il est en tribune. Voilà. Mais McTavish, Foust, Svoboda, ça commence à... Ouais, il y a une pellée de monde, quoi. C'est drôle quand Craig Woodcroft arrive à Genève, et c'est un des premiers à avoir pris un 2e assistant sur le banc. Il avait été tellement critiqué à l'époque en disant il est tellement nul qu'il a besoin de 2 assistants, Craig Woodcroft. Puis maintenant, en fait, si t'as qu'un assistant, en gros, c'est juste que t'es un petit peu un pauvre. Regardez les pauvres de Fribourg, ils ont que Pavel Rosa, alors que tout le monde a 2 assistants maintenant, quoi. Et c'est assez intéressant de voir comment ces 3, 4, 5 dernières années, il y a eu une évolution au niveau du coaching staff un petit peu partout. Et justement, comme ça, c'est tough partout, et on revient au fair play financier. Mais au bout d'un moment, quand tu vas plus pouvoir investir dans ton équipe parce que tu es pénalisé, c'est les gains marginaux que tu vas faire un peu partout. Ça peut être au niveau du coaching staff, au niveau de la vidéo, au niveau des analytics, à tous ces niveaux-là où tu pourras gagner peut-être ces petits pourcents que tu peux plus gagner sur la glace. Et c'est l'un des développements qui est en train d'avoir lieu. Et ça se ressemble après à la NHL. On arrive à un modèle qui se rapproche terriblement de ça. Le modèle à 3 coachs en NHL, en tout cas avec 2 assistants et un aide, c'est la norme. Il n'y a même pas besoin de discuter. Donc, je trouve que c'est une suite logique que ça intervienne en Suisse. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un coach qui s'occupe un peu plus des situations spéciales, un autre qui s'occupe un peu plus de la défensive, du box-play, peu importe. On est sur quelque chose de moderne, finalement. Tout à fait. Alors, il n'y a rien à rajouter. On passe à Bienne, qui n'arrête pas de jouer. Et de gagner. 6 de rang. Dernier en date, 4-2 à Berne.
après dans un back-to-back. Voilà, la théorie de Jean-Fred Tombalo, super, bravo. Ouais, En plus, je parle de moi à la troisième personne, je suis vraiment un connard. Il y avait plusieurs piliers sur lesquels s'appuyait l'humanité, c'en était un. Voilà, ça fait un de moins, il y a tout qui tombe, là, je sais vraiment plus quoi faire. Alors qu'il y avait 2-0 pour Il y Berne. avait 2-0, on se disait la théorie de bêta, et voilà, et bim. Et bim, 4-2. Mais en l'occurrence, c'est drôle parce que Bienne, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quasiment de savoir quand est-ce que Martin Steinegger allait se mettre sur le banc à la place de Lars Leuenberger. C'était une question de pas si, mais c'était quand. Et finalement, Lars Leuenberger a réussi à maintenir le cap, a réussi à faire de son équipe un bloc homogène. Et tout roule finalement du côté de Bienne. On a un gardien Van Pottelberger qui est... On n'a pas dit qu'on le trouvait pas bon, on avait dit qu'on avait des... Comment dire ? On se posait la question de savoir s'il allait être capable d'enfiler le costume de Jonas Hiller. Encore. Voilà. On parle encore en mars de Jonas Hiller. Stop. On est obligé. Il a été tellement important pour Bienne et que finalement, pour l'instant, ces derniers matchs, Joran Van Pottelberger est très très bon. C'est peut-être pas du niveau de Gauthier Desclous, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il fait gagner des matchs où il n'en fait pas perdre. C'est... Quand ça se joue à finalement assez peu de buts, on a des buts 4-2, cage vide de Yanis Moser, qui en lui aurait réussi le challenge des pécalistes haut la main. Ah oui, alors ça. Il le tire depuis l'arrondi derrière son goal. Le 5-3, là aussi. Plus loin, c'était dans la BA Expo, je pense. Ouais. Alors, le 4-1 contre Genève, c'est un petit peu différent, mais vraiment, on a une équipe maintenant. On avait mentionné Damien Brunner. J'allais y venir, j'allais très clairement y venir. Parce que cette ligne Brunner, Pouliot, Rayala, qui a été implémentée le 9 mars à Lausanne, qu'est-ce qu'elle fait mal. Sur ce deuxième match, surtout sur le premier, c'était un petit peu moins flagrant, j'ai trouvé. Mais là, chaque shift où Pouliot, Rayala, Brunner étaient sur la glace, il se passait quelque chose et le jeu se passait systématiquement dans la zone défensive bernoise. Et même s'ils essayaient de la matcher face à Jeffrey, Conacher et Olofsson, c'était très compliqué pour cette ligne-là. Et oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles Bienne va bien en ce moment. C'est aussi parce que cette ligne fonctionne à merveille. Mais ça me fout ma théorie en bas, de nouveau. Parce que, on l'avait dit, tu étais d'accord avec ce que je disais, c'était rare. Non, mais la ligne Künzle, Kunti, Brunner, c'était un peu la ligne où tu touches pas. C'est un peu le truc où tu dis que ce soit un Tormenen, que ce soit Larsenberger. On aurait pu imaginer Martin Steinegger, il n'aurait pas touché cette ligne-là. Et finalement, de mettre Brunner avec Rayala Pouliot, ah ouais, non, ça marche bien. Donc, c'est comme quoi... Et surtout, tu regardes le premier des deux matchs remportés contre Berne, c'est cette ligne Kunti, Künzle, Ugly qui a fait une bonne partie de la différence. Donc, preuve que tout le monde peut jouer avec Kunti. Ouais, c'est finalement... J'exagère. Non, mais t'as raison. Je pense que c'est la focale de tout ça. C'est qu'en fait, Kunti est un excellent joueur de hockey sur glace et que si tu arrives à mettre quelqu'un qui sait la mettre au fond, tu parlais de Hudon, on parlait aussi un peu d'Ugly qui est normalement plutôt un buteur. Brunner qui est censé être aussi le buteur sur cette ligne, Künzle qui est censé faire de la place sur cette ligne, de remplacer un buteur par un buteur, peut-être moins prestigieux que Damien Brunner, mais s'il peut faire le job, tiens, elle est moins périclitée cette ligne, ou prétéritée. C'est assez chouette de voir cette construction d'effectifs où tu peux justement changer les ailiers, puis dire, non, lui, je vais plutôt le mettre là, et d'avoir aucun impact, ou en tout cas un impact très positif. Surtout que sur cette première ligne, il a beaucoup tâtonné cette saison avec Pouliot et Rayala, il a séparé Pouliot et Rayala. En fait, tu avais vraiment l'impression qu'il fallait trouver le moyen de lancer ce binôme Pouliot-Rayala, vu que les séparés, ça n'apportait pas grand-chose. Il y est de toute façon revenu, Leuenberger. Et il y a eu Ramon Tanner une fois, il y a eu Ishier à un moment ces derniers temps. Et c'est vrai que je trouve que ce clic a quasi été immédiat avec Brunner à cet endroit-là. Et après, c'est vrai qu'il faudra voir avec l'évolution de la blessure de Jason Fuchs, qui se fait sortir l'épaule contre Berne, le premier des deux matchs par Tristan Chervet, ce qui a rendu fou de rage Steinegger dans les couloirs de la Tissot Arena, j'étais présent pour le premier des deux matchs, qui en a eu après Andreas Fischer, le chef des arbitres, qui était présent pour lui dire qu'en gros c'était toujours la même chose contre Berne, pour
Schématisé. Pour paraphraser, il n'a pas dit ça comme ça et je ne me permettrai pas de retranscrire ses propos parce qu'ils n'étaient pas très gentils. Mais oui, cette blessure de Fuchs pourrait un petit peu changer la donne. Par contre, le jeu biennois, je trouve qu'on commence à avoir un peu plus de flow offensif. Ce qui nous a manqué ou ce on aimait tellement voir sous Termenan, qui a mis un petit peu de temps à arriver. Mais là, ça tourne beaucoup. Des fois, un peu trop, justement. Je te donne un exemple. C'est le 2-1 de Berne. Le 2-1 marqué par Berne à la Bienne. Fuchs qui fait un tour dans la zone, qui remonte à la bleue, qui perd le puck à la bleue et tu te retrouves avec un 2 contre 0 à peu près de Berne et Chervet part seul, fait sa petite feinte, marque le 2-1. Donc c'est presque maintenant en train d'être poussé à l'extrême, mais finalement en parlant avec Leuenberger à la fin, il disait ouais bah voilà, c'est ces petits détails-là qui font qu'on n'est encore pas au niveau où j'aimerais qu'on soit. Mais par contre, c'est dans cette direction que je veux aller et que j'ai toujours voulu aller. Et j'ai l'impression qu'il, lui, a certes fait des concessions sur l'idée qu'il avait au moment où il est arrivé à Bienne, mais petit à petit, et ça prend du temps, et c'est là où tu vois que construire une équipe et arriver dans une équipe et travailler à long terme, parce que finalement son but c'était de travailler à long terme, c'est pas un pompier qui débarque mi-février pour remplacer un coach viré, puis dès le lendemain tu dis ah tiens il y a eu des changements. Non, il a travaillé sur le long terme, il avait du temps pour mettre en place, mais ça a pris plus de temps. Et là c'est en train vraiment de porter ses fruits. Et bien ouais, c'est 6 victoires de suite, tu disais. Est-ce qu'ils sont pas en train d'assurer leur place, de nous régler cette course au top 6 ou quand même pas? Difficile. Est-ce que finalement, là, on n'est pas en train d'avoir du top 7 ? Parce que, comme tu disais avec Davos, ça peut-être que là, parce qu'ils ont beaucoup de matchs, donc ils ont moins d'occasions de récupérer ce retard. Ils vont bientôt récupérer Herzog. Je ne me rappelle plus quand est-ce que ça doit faire, mais il y a un moment qu'il est suspendu, donc on sait qu'il va revenir avant la fin de la saison, donc ça apportera quelque chose. Mais à un moment, tu as trop de retard. Et ces matchs que tu dois disputer contre certaines équipes, ça va être compliqué. Donc, ils sont plus 8, mais 7. Est-ce que c'est Lugano qui est 7 ? Franchement, ça va être hyper intéressant. Mais bien en ce moment, on a toujours dit, les points que tu fais, on ne peut pas te les enlever. Donc là, ils sont dans une passe où ça va bien. Contre Berne, mardi soir, ils perdent Lindbaum pour un 5+20. Juste à la fin du premier tiers, début du deuxième, powerplay assez long pour Berne. Ça ne débouche sur rien du tout. Là, tout d'un coup, et même si Berne a marqué le 2-0, ça a peut-être eu un effet où Bienne a senti que c'était possible. Il va falloir peut-être composer sans Lindbaum. Non, je ne pense pas. Il n'a pas dû avoir d'autres pénalités de match. C'est un joueur assez correct. Mais pour dire que même quand il y a de l'adversité dans le match, ils ont quand même réussi à s'en sortir. Un petit merci aussi à Philippe Vutrich sur le 2-2. Oui. Qui, je sais pas ce qu'il fout. Alors, il y a Kunti qui la dévie juste devant lui, mais ça, il a le droit de l'arrêter quand même. Et c'est surtout ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que alors Bienne a joué back-to-back contre Berne. Berne, c'était les matchs. Ces deux matchs-là, c'était les matchs 3 et 4 en 5 soirs. Et honnêtement, c'est inhumain, non, pas exagéré. Mais pour un sportif professionnel, c'est énorme. La charge de travail qui est demandée aux Bernois sur ce mois de mars. Il y a eu une infographie qui a été publiée dans le Blick. Sur mars, ils peuvent s'entraîner 3 fois. Ouais. Au bout d'un moment, c'est difficile. Entre tous les matchs, les déplacements, les jours de repos, les quelques entraînements optionnels pour un peu faire tourner les jambes ou les décrassages, ils peuvent faire 3 vrais entraînements. C'est le plan. Et là, on arrive aux limites de l'ultimatum des 52 matchs. C'est difficile. Après, Bienne n'a pas toujours été aidé non plus par les accumulations de matchs. On sait qu'ils ont joué environ 8 fois à Fribourg en 3 jours et ils les ont tous paumés. Voilà, ça s'équilibre peut-être aussi sur une saison. Par contre, ce que vit Berne en ce moment, c'est chaud. Et je suis assez admiratif de la manière dont cette équipe est en train de jouer. Ne cherche aucune excuse pour être allé aux interviews à la fin du match à Bienne. C'est pas un thème du côté de Berne. J'ai parlé avec les dirigeants aussi. C'est pas un thème. C'est comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'état d'esprit. De toute façon, on n'aura pas le choix. C'est comme ça. Ça. Et si on va aller en play-off, on doit se sortir de ce mois horrible, plus faire les pré-playoffs. Parce que c'est pas comme Lausanne ou Genève qui ont un calendrier très chargé. Mais s'ils s'en sortent, ils pourront avoir cette semaine de repos. Berne, même pas. Alors, c'est ça.
C'est pour ça que certains qui disent « attention à Berne pour le titre ». T'as là, mollo les gars, parce que ils ont 42, il en reste 10. Après, de toute façon, tu auras en tout cas 2 matchs, si ce n'est 3, mais en tout cas 2, c'est sûr. Donc, pas de repos. Et puis après, tu vas te taper, s'ils sont 10, mais on peut imaginer, logiquement, vu le trend, que Berne va passer devant Rapperswil. Là aussi, tu dis des fois, on extrapole un peu, mais pour le coup, 42 matchs contre 46, 5 points de retard. Ça semble bien réaliste. Ouais. Ça semble réaliste, voilà. De les avoir 9e, ça veut dire qu'ils joueront contre le 8e. De fortes chances que ce soit Davos. C'est ça. Parce que Davos a déjà 45 matchs. C'est ça. Donc, un petit Davos-Berne en pré-playoff, le Reto Rafael Enrico. Ouais. C'est très juste. Mais ça veut dire que ce vainqueur-là va jouer contre Zug. Oui. Puisque le 7-10, on rappelle, 7-10, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun impact. Est-ce que, alors là, c'est pas des théories du complot, mais c'est des théories. Est-ce que Berne a vraiment intérêt à aller chercher cette place 9 ? Ou est-ce que tu dis, non, mais 10, c'est super, parce que du coup, on jouera le 2e du championnat en gagnant notre pré-playoff. Alors, et du coup, t'évites Zug en quart de finale, ce qui est quand même peut-être pas une mauvaise idée. Mais là ça se projette beaucoup. Oui. Mais pour mémoire, donc, les pré-playoffs, c'est 7-10, 8-9. Et les clubs gardent leur position initiale, à savoir, celui qui gagne le match-up 7-10 va forcément jouer le 2. Deuxième. Ils ne refont pas un classement comme ça se fait durant les playoffs. C'est pour ça que ça a peut-être un petit intérêt. Mais bon, je crois que la Berne doit juste gagner les matchs et puis on réfléchira un peu plus tard. C'est-à-dire, j'embarque complètement et je trouve que c'est très futé et que je serais assez d'avis de dire, de toute façon, de jouer contre l'équipe qui sera 2e, parce que c'est assez serré. Je préfère jouer contre elle que contre Zug, point final. Donc oui, j'aurais plutôt tendance à me dire 10e, de rester 10e et de finalement pas tout faire pour dépasser Rapperswil. Mais Ambry, qui est 11e, a quand même qu'un point de retard. Alors oui, ils ont 45 matchs contre 42, mais disons que tu peux pas non plus commencer à la jouer en roue libre, c'est pas possible. Et puis on sait comment ça fonctionne. On a assez discuté avec des hockeyeurs et des sportifs professionnels pour savoir qu'ils vont jouer, ils s'en foutent du classement. C'est un truc c'est nous qui remarquons ça puis qui trouvons que c'est sympa. Ouais. Oui, eux ils vont jouer leur match puis essayer de les gagner. Complètement d'accord. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pronostic. Cette fameuse rubrique où Greg n'arrête pas de gagner, de faire juste. Dernier pronostic en date de nouveau. C'était bon, quoi. Victoire de Genève à Fribourg. Exact. Vendredi soir. Ouais, ça s'est bien passé. Comme on l'a déjà dit, je suis pas naïf. Je sais que ça va tourner un jour. Donc, profitons-en. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Exceptionnellement, on va pas parler des matchs, à savoir du match de vendredi soir, vu qu'il n'y a que Zug Ambry et que Jean-Fred aurait pris Zug ne perd pas avec plus de 6 buts d'écart contre Ambry à la maison à une cote de 1-0-1 pour être sûr de gagner. Peut-être c'était safe, tu vois. On va passer au match directement de samedi. Pas de panique, notre sélection définitive sera quand même vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Puisque les codes sont déjà là. Les codes sont déjà là sur Jouer Sport, elles peuvent redisparaître entre-temps, mais normalement vendredi matin elles seront présentes. 4 matchs au programme: Zug Zurich, Berne Lugano, Langnau Genève et Lausanne Bienne. Au premier abord, c'est quoi qui t'intéresse? Les romans Lausanne Bienne et Langnau Genève ou bien ailleurs? Alors au premier abord, moi ce Zug Zurich étonnamment me tente bien parce que Zug de retour de quarantaine, ça va être chaud quand même à ce niveau-là de la saison. Zug qui est largement en tête, qui a plus grand chose à craindre de derrière. Ils sont vraiment dans la position du chassé, mais alors les chasseurs sont à 12 kills. Ouais, ça c'est la fin de la chasse même. Donc peut-être que le retour de quarantaine contre Ambry, voilà, ça on verra, mais je les imagine quand même effectivement gagner. Et puis tu joues contre Zurich qui lui n'aura pas joué, qui fait en ce moment de la merde. On peut le dire. On peut le dire clairement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pour le coup, Zurich doit gagner. Zug peut se permettre clairement de laisser filer ce match-là. Zug, je les imagine, on verra les effectifs, mais avec Zug Academy, avec leurs joueurs,
Moi, il y a des gars, les mets dans du papier bulle, à la Talo, Diaz, pour des matchs comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir ces joueurs-là sur ces matchs? Non. Vous restez, vous récupérez, on ne sait pas, il y avait 2 cas, hein, on ne sait pas qui c'est. Comme Hoffman, tu te dis si tu peux revenir pour les playoffs, mais alors tant mieux, on va rester comme ça. Du coup, je pars sur une victoire de Zurich. Elle est à combien la cote? Elle est à plus de 3, Oh, la cote. ça, c'est une cote Grégory Baudienne. Chez Jouer Sport, oui, ouais, c'est une jolie cote. À part ça, ça se tente clairement. Après, tu auras le droit de prendre le handicap, non? Ouais, alors là, ça devient un peu... Non, elle est à 2,90, pardon. Non, ok. Zurich gagne avec 2 buts d'écart. Allez. Ouais, ouais. Je rigole. Oui, c'est bien, ça, j'aime bien ce pari. C'est pas très convenu, disons. Moi, j'en ai marre, parce que je crois que je joue chaque semaine Genève. Mais sérieusement, je crois que ça fait 3 semaines de suite. Vraiment, il faudra m'envoyer une écharpe du club, quoi. C'est pas possible. Mais Langnau Servette, Langnau qui joue vraiment pas bien. Servette qui a la lutte pour justement les places 2, 3, 4. Ils vont pas aller s'amuser à les perdre à Langnau. Quoique, ils l'ont déjà fait cette saison. Un bon petit 4-0. Oui, un 4-0. Et j'ai envie de dire que ça rajoute presque un petit peu d'eau à mon moulin. Ils vont pas se faire avoir cette fois, je pense. J'ai l'air tellement confiant qu'on est presque, ça se passe pas bien, on est d'accord. Hein. Je sais, Langnau joue le jeudi contre Lausanne. Oui. Donc, ils sont les deux fois à la maison. Ils n'ont pas de voyage à faire. Ils jouent contre 2 bonnes équipes, normalement, qui sont nettement meilleures qu'eux. Est-ce qu'il n'y a pas un de ces 2 matchs qui vont quand même aller gratter, mais Genève ne sera pas fatigué. Il y a quand même vraiment ce Genève avec handicap à 2,20. Moi, je trouve que c'est vraiment une très grosse cote. Ouais. Pourquoi que je dis Genève ne sera pas fatigué? Ils doivent jouer contre Berne jeudi, donc ils sont dans les mêmes situations. Exactement, mais il pourrait y avoir ça. Et si on veut être un peu plus créatif, il y a le nombre de buts de Genève qui pourrait être rigolo. Est-ce que Genève marque plus de 3 buts, qui est à 2,25? Ouais, c'est pas mal ça. 4 buts à Langnau. Après, on sait que c'est pas facile d'en marquer trop. 2,15, pardon. Plus de 3,5 à 2,15. Je sais pas, ça m'intrigue aussi. Je me dis est-ce que c'est pas plus sûr que l'écart? Après, en même temps, tu me diras, si Genève marque plus de 3 buts, il y a de bonnes chances qu'ils gagnent avec plus d'un but d'écart, parce que Langnau, pour en mettre beaucoup, c'est pas tous les soirs simple. Bref, c'est ce match-là qui risque très 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 fortement de m'intéresser. Aussi parce que Lausanne-Bienne, je suis emprunté. Casse-gueule. C'est vraiment, ouais, je suis emprunté parce que Bienne est très très fort en ce moment. Ouais. Faut être clair. Mais Lausanne à la maison, tu te dis, là, est-ce qu'ils sont lancés? Ça, je trouve que ça sent un peu la peau de banane, ce match. Ou alors jouer le match nul, quoi. Mais... Ouais, mais il faut aussi voir peut-être le match contre Langnau, jeudi. C'est aussi là où il faut peut-être attendre avant d'avoir une forme de certitude, mais alors avec tous les guillemets de circonstances. Hein. Et puis Berne-Lugano, là, on en a assez parlé avant. Le calendrier de Berne est quand même très, très, très chargé. Lugano, c'est pas une mauvaise équipe. Lugano étant à 3,40, mais en même temps, j'ai de la peine à jouer contre Berne à la maison, toujours. Donc, Berne, c'est que on a vu, ils ont perdu 2 fois contre Bienne. Ils jouent jeudi contre à Genève, un match somme toute pas simple. Puis après, ils ont Berne-Lugano, samedi, dimanche. 19h45, 15h45. Alors, ça tombe bien, c'est vraiment back-to-back dans la même ville. Mais 19h45, 15h45, on le sait, parce qu'on l'a déjà vu en championnat samedi, dimanche, ça existe. C'est pas une rareté absolue. Mais pour le coup, quand tu as une équipe qui ne fait que jouer, ça va être plus compliqué pour Berne que contre Lugano. Que pour Lugano, en l'occurrence. Ouais, complètement. Mais donc là, je vais clairement pas toucher. Sinon, il pourrait y avoir Zug-Zurich le nombre de buts, disons, entre Zug et Zurich. Depuis le début de saison, à chaque fois, c'était des scores complètement improbables. Du coup, ça veut dire que la cote, elle sera peut-être un peu plus haut, basse, en disant, de toute façon, il marque toujours une chier de goal entre eux. Plus de 6,5 par exemple, à 2,55. Ouais. Parce que plus de 5,5 à 1,75. Je peux pas faire ça. Non, il faudra perdre une première fois sur une grosse cote, sinon c'est pas drôle. Donc, avant de finir, vous pouvez retrouver sur nos réseaux. Définitif, voilà, ce sera vendredi matin. 9h sur Instagram, Facebook, Twitter. Et n'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'on est des chèvres. Qu'on est des chèvres ou vous nous donnez vos paris à vous. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On va passer à
Genève, mais on va aussi mettre un peu de Fribourg dedans parce que comme ça nous permettra après de parler de Swiss League puisqu'il y a les playoffs qui commencent. Donc, Genève, qui était sur 4 victoires de rang et qui a toute série, etc. Vous connaissez la suite. Ça a été contre Bienne qui a fait un super match et qui s'est imposé sans trop de soucis 4-1. Ça devait bien arriver. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Bien entendu que non. On a un Eric Fer qui marche bien. Eric Fer marche très très bien. À Genève en ce moment. Les playoffs arrivent, c'est le genre de joueurs qui disent ça devient c'est ma saison. Habituellement, peut-être mars, les playoffs ont déjà commencé, donc il est en mode automatique là. Tom Ernest qui était légèrement blessé, qui a arrêté quelques matchs, qui est de retour. Je pense qu'il est aussi potentiellement ménagé. Il n'y a pas besoin de lui à 300% en ce moment. C'était très bon contre Fribourg parce que aussi Gauthier Desclous nous a fait un match vraiment, vraiment très, très solide. Oui. À part le but, je lui ai posé un peu la question parce qu'on a l'impression qu'il renvoie dans la palette de Bikoff. Bon, il a voulu faire une intervention. Il ne savait pas trop s'il allait avoir une passe, un tir. Ça arrive, ça n'enlève absolument rien à sa performance, étant donné que c'est le seul but qu'il encaisse. Il a fait un premier tiers de malade mental, notamment les 6-7 premières minutes où il est ultra efficace. Ouais. Et il te tient Genève dans le match. Ça, ils étaient tous conscients. D'ailleurs, c'était un peu la même histoire à Genève une semaine plus tôt. Exactement, ouais. Où il les avait tenus dans le match. Donc, c'est pour ça, des fois aussi, on est un peu embêté. Quand tu regardes simplement froidement le score, où tu te dis, ah ouais, victoire. Ouais, très bien. Ou bien, défaite. Ouais, mais il faut voir la qualité du match, le contenu, et Fribourg jouait bien, mais Genève, pour le coup, a su trouver un moyen. Là, à Fribourg, c'était plus compliqué contre Bienne. Est-ce qu'il y a lieu de... Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire, il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas lieu de... Quand tu as une équipe qui est deuxième au classement au point par match, il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Pour moi, Genève, en fait, actuellement, c'est l'équipe à battre pour la deuxième place. Mm-hmm. Je pense que cette équipe est suffisamment solide défensivement. À l'un des, voire le, on ne sait pas, meilleur gardien de la ligue avec Gauthier Desclous. Offensivement, tous les soirs, ils peuvent en mettre 5 à n'importe qui. Et ils ont encore 10 matchs à jouer contre 7 à Fribourg et 8 à Zurich. Et ils sont ils ont 3 points de retard sur Fribourg, mais 3 matchs de moins. Donc pour moi, si je dois dire, aujourd'hui, je pense que Genève terminera la saison à la deuxième place. Et c'est juste complètement mérité, surtout parce que Zurich en ce moment n'est pas terrible, à 2 matchs de plus que Genève. Et oui, on a un Fer qui est en train de gentiment monter en puissance, plus que gentiment d'ailleurs, parce que c'est pas gentiment du tout même. C'est drôle à part ça, parce qu'il était avec Omar en fait. Et Omar, peut-être s'il va mettre... Bon là, il met ses points en ce moment, il est quand même dans une série assez positive. Mais on a l'impression que le dénominateur commun du Winnick Show pendant un moment et du Fer Show maintenant, c'est... Le Fer Show. Ouais, non. En le disant, après, tu te dis, oula, il va pas me rater. C'est Omar aussi. Ouais, je suis d'accord. Il y a quand même... Il y a plein d'aspects du jeu où tu vois qu'effectivement, il peut être agaçant, il peut être... Oui. On en a suffisamment parlé à ce micro. Mais si tu gagnes 2-1, puis il t'a coûté un but, mais il t'en a fait marquer 2. Ben ouais, c'est 42 matchs, 50 points. Là, il part sur une saison à 65 points quand même. C'était quoi Je me rappelle, tu avais fait un papier sur notre site, sur colfax.ch, sur les projections. Alors là, tu t'es mouillé pour le coup. Donc, c'est toujours bien après de revenir sur a posteriori, puis de regarder, tiens, simplement, qu'est-ce qu'on avait prédit selon les modèles mathématiques. J'avais regardé en fait les résultats des joueurs qui viennent d'autres championnats en Suisse, quels étaient leurs points dans leurs championnats respectifs auparavant et en Suisse, ce qui donne une moyenne de points par match pour les joueurs selon leur provenance, et extrapolé sur environ 15 000 matchs qui avaient été calculés. Donc, il y avait un bel échantillon, disons. Ouais. Tout n'a pas été juste. Là où sur Andrighetto, par exemple, lui me fait complètement mentir. Il fait une saison qui est largement au-delà de cette projection-là. Par contre, Omar devait, selon la projection, terminer vers les 65 points. Et il est clairement dans le tir en ce moment. Avec encore 10 matchs à jouer, s'il fait son point et demi par match comme il sait si bien le faire, on est en plein dedans. Et moi, je pensais honnêtement, et je l'avais écrit à ce moment-là, que c'était un poil élevé. Ouais.
C'est surtout que l'année précédente, il y avait Kovar qui devait arriver à ces hauteurs-là et qui n'y était pas. Ben là, il est à 45 points, Kovar. Donc lui aussi, il est en train gentiment d'arriver aux 58-60 points, ce qui est ce que j'attendais de lui avec ce qu'il avait fait auparavant en KHL. Donc c'est assez intéressant. Ça fait plaisir quand c'est à ce point juste au niveau de l'évaluation. Tout ne le sera pas, c'est ça d'ailleurs que c'est une moyenne. Hein, c'est que... Turunen, par exemple. Turunen, c'est beaucoup plus compliqué. Dans un sens, Andrighetto, c'est beaucoup plus compliqué dans l'autre. Ouais. Mais globalement, on marque à plus de 60 points, c'était la projection et on est en train d'y arriver. Encore 10 matchs à jouer. Mais oui, moi j'aime bien ce que montre cette équipe de Genève globalement dans ce qu'elle propose le match à Fribourg défensivement, parce que justement on parle beaucoup de Omar, de Winning, de faire la ligne Vermin, Rod, Richard, et je trouve que oui, Fribourg a eu beaucoup de shoots, mais plus le match avançait, et on l'a vu qu'on parle de Fribourg et de Genève en même temps, ça va très bien, plus le match avançait, plus j'avais l'impression que Fribourg était poussé vers la périphérie. Au début du match, ils arrivaient vraiment à attaquer le filet, je trouve. Et plus ça allait, plus Genève s'est aussi ajusté pendant la rencontre. Et ça, c'est clairement à mettre au bénéfice de Patrick Aymon. Moi, ce que j'aime avec Genève en ce moment, c'est le box-play. J'en ai parlé avec Gauthier Desclous, je crois, c'était vendredi après le match contre Fribourg, sur l'agressivité de ce box-play. Parce que lors des 2 matchs contre Fribourg, 3-0, 2-1, le but de Bikoff intervient alors qu'il n'est pas à 54. On se souvient, on a beaucoup parlé à ce micro du powerplay de Fribourg, cette fameuse tendance à aller de bas en haut pour dégager des shoots. Et puis on a quand même des joueurs très intelligents avec des harnais, avec Stolberg qui vient des fois devant le filet, avec le tir dévastateur de Motet, avec Gundersen qui est capable de piloter tout ça de main de maître à la bleue. Et là, tout d'un coup, ce carré ou ce diamant genevois, hyper agressif, et on peut mettre Richard, on peut mettre Rod, on peut mettre Winnick, on peut mettre Fer. On a des joueurs qui n'hésitent pas, il y en a certains, ils ont des longues cannes, hein, comme Fer et Winnick qui sont assez grands. Ils gênent, ils sont tout le temps sur le paletot des joueurs qui n'ont pas franchement le temps. Là, ils avaient bien fait leur devoir, en tout cas à Genève, pour bloquer ce powerplay genevois. J'ai vu que contre Bienne, ça peut pas toujours marcher. Bienne a réussi à marquer en powerplay. C'est clair que 100% d'un boxplay, c'est illusoire. Mais, alors il n'y a pas les statistiques contre Bienne, mais juste avant ça, sur les 11 derniers matchs, je crois, il n'y avait que Lugano qui avait un boxplay à 90%. Ouais. Fantastique. Et Genève était à 88%. Mais au-delà des stats, moi, c'était l'œil, effectivement, pour le coup, plus que les chiffres, de me dire « Ah, mais ça doit être pénible de jouer contre ces gaillards qui sont... En fait, ils te lâchent pas. Et ils arrivent toujours à se replacer, à couper les lignes de passe. Ouais, tu peux pas trouver un bon shoot. Et dans les noms que tu n'as pas cités, moi, j'en rajouterais 2 encore, c'est Tanner Richard et Noah Rod. Je les ai cités en disant Winnick et Fer, mais Rod et Richard et Winnick et Fer. Pardon, alors, et effectivement, dans le genre Pitbull en boxplay, c'est vraiment des exemples. Et Richard aussi, on en a parlé à ce micro, mais là, je trouve vraiment qu'il est dans son match. Il est dans un rôle où il n'est pas frustré, parce qu'il est entouré par de bons joueurs avec Vermin et Rod à 55. Il est productif, il a pas son point par match, mais pas loin depuis un certain temps. Et du coup, vu qu'il est dans son match, vu qu'il est concentré, il s'éparpille pas à faire n'importe quoi et à les gueuler un peu trop sur les arbitres. Il le fait toujours. Hein. C'est comme respirer, ça, tu peux pas arrêter. Mais sinon, voilà, quand tu as des joueurs comme ça qui sont impliqués et qui sont dans le plan de match, ça change quand même un petit peu tout, je trouve. Il y a un aspect qui est assez paradoxal entre les deux équipes. Qui me semble intéressant, c'est de voir le calendrier. Alors, on a beaucoup parlé des matchs, et on l'a dit avant aussi, le nombre de matchs de Genève. Hein. Ils en ont une pellée à, tu disais, 42, je crois. Ouais, il en reste 10. Voilà, tu disais pour Omar qu'il lui reste 10 matchs pour arriver au point. Et que Fribourg, il en restait que 8. 7. Ou 7, voilà. Là, on a Fribourg qui joue de semaine en semaine, on va dire une fois comme ça. Et on a Genève qui est dans un rythme peut-être trop élevé, mais qui est dans un rythme quand même. Et je me pose la question de dire
est-ce que dans quelle situation je préférais être en tant qu'entraîneur? Est-ce que je préfère être dans un truc où on joue une fois de temps en temps, mais on n'a pas de portée, par contre on peut s'entraîner. Voilà, le powerplay en ce moment de Fribourg, en tout cas contre Genève, a un peu plus de peine, donc on va pouvoir le rebosser. Ces situations-là, c'est chouette parce qu'on a du temps. Et où est-ce qu'on préférait quand même avoir des matchs pour avoir un peu cette intensité, et je ne sais pas quoi dire à part mettre le doigt dessus. Je dirais que la chance de Fribourg, c'est que les dernières journées de championnat et les 3-4 dernières journées sont des journées complètes. Ouais. Alors, il y aura les Covid updates peut-être d'ici là, on n'en sait rien. Mais en théorie, il y aura de nouveau 4, 5, 6 matchs qui vont s'enchaîner tous les 2 jours ou entre 2 et 3 matchs par semaine. Fribourg jouera 30 mars, 1er avril, 3 avril, 5 avril. Et ça va quand même être un bon moyen. Et je peux imaginer que l'emphase a été mise maintenant. C'est la dernière période un peu plus creuse avec un ou 2 jours de repos par-ci, par-là. Et après, une remontée en intensité pour arriver au play-off. Donc, je peux imaginer que ce n'est pas le pire des moments pour avoir un trou et un peu plus de temps pour justement s'entraîner. On en parlait avant pour Berne, qui s'entraîne 3 fois sur mars. Bah, c'est une semaine d'entraînement de Gauthieron en ce moment. Et encore, des fois, ils peuvent même s'entraîner 4 fois, vu qu'ils ont un match par semaine. Mais après, comme tu dis, le game shape, on va dire, d'être capable d'enchaîner les efforts. Et puis, on sait que les playoffs, ça va jouer tous les 2 jours. Donc, il va falloir être prêt, justement, physiquement, à enchaîner les efforts. Et j'imagine qu'il y aura une semaine ou 2 qui vont être un tout petit peu plus chargées au niveau du physique du côté de Fribourg. Après, en ce moment, en tout cas, pour passer sur Fribourg, vu qu'on a pas mal parlé de Genève, vu qu'on groupe les deux. Ouais. Fribourg, depuis l'épisode de la semaine passée, a perdu donc à la maison contre Genève la même défaite que quelques jours avant notre dernier épisode à Genève. Donc, à savoir, bon match, assez dominateur dans le contenu et dans le nombre d'occasions. C'était solide, mais défaite quand même. Et victoire à Lausanne. On n'en a pas parlé sur le bloc lausannois, mais Fribourg gagne 2-1 avec un but, le 1-0. C'est Genadzi qui se la met du genou. Je ne sais pas ce qui s'est passé en voulant dégager, il la met au fond. Et l'autre, c'est une équipe lausannoise qui s'attend à une pénalité en zone offensive Desharnais dans sa zone défensive, qui met la canne au visage de Hudon. Tout le monde s'arrête. Hudon reste au sol environ 2h30. Ça part en contre, 2 contre 1. Stolberg et Desharnais, en général, les 2 contre 1, il ne faut pas leur en laisser trop pour que ça finisse au fond. Pas manquer, 2-1. Fribourg s'en est bien sorti de ce côté-ci de la glace, justement. Par contre, défensivement, c'est toujours bien. On en parlait la semaine passée que à ce niveau-là, ça tenait la route et ça continue vraiment de tenir la route. Moi, certains m'ont dit « Ah ouais, puis quel match de Berra !» Mais alors, j'avais un peu l'impression que Berra, il a fait son travail. Alors, évidemment, il le fait très très bien, hein, on est d'accord. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir un Berra qui avait besoin de sortir des arrêts stratosphériques à la manière de Desclous contre Fribourg en début de match, où vraiment il va sortir des pucks impossibles. J'ai l'impression que Berra, il était solide comme Berra est solide devant sa cage, mais j'ai pas il m'a pas impressionné plus que ça. Je suis d'accord, mais on en revient toujours à la fameuse théorie du gardien qui est toujours bien placé, ou en l'occurrence du gardien qui fait 1m95 versus le gardien qui fait 1m81, et Gauthier nous l'avait expliqué dans notre épisode spécial sur Genève Servette, que lui était un gardien qui avait besoin d'énormément d'intensité dans son jeu, et là où un Reto Berra peut peut-être justement compenser ces quelques centimètres que doit gagner Gauthier Desclous parce qu'il est un peu plus petit que Berra, ça dégage une impression de calme. Je m'adresse au vieux que tu es. J'ai pas l'impression que Reto Pavoni, t'avais l'impression qu'il était tout calme devant son filet. C'était un gardien qui bougeait beaucoup. Moi, je le voyais toujours debout. Alors, quand tu parles de Pavoni, pour moi, c'est le gardien qui ne se mettait jamais en papillon. Et là, un Reto Berra, tu le vois à terre, qui fait ses mouvements sur les jambes de gauche et de droite, mais il est tout le temps bien placé. Par contre, il a eu, et je pense que ce match à Lausanne va lui faire énormément de bien, parce que ces derniers temps, il avait quand même tout le temps quelque chose sur la conscience à la fin de chaque match, tu avais l'impression. Et pour parler du côté de Fribourg, on me disait que visiblement, ça ne l'atteignait pas. Je ne l'ai pas parlé à lui directement en même temps. Après les matchs, il y a toujours de la peine à aller vers les gardiens et puis dire « Dis donc, le deuxième, là, tu fous quoi ?»
je trouve assez difficile de notre point de vue. Je pourrais peut-être le faire sur un autre temps et ça passerait, je suis d'accord avec Ouais. ça. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de pointer du doigt parce que quand un défenseur va faire une énorme boulette mais qu'il n'y aura pas goal derrière, ben on va pas dire, dis donc, à la 25e minute, ben non, parce qu'il n'y a pas eu but. Donc si ça se trouve, à la fin du match, on a oublié. Par contre, le gardien, t'oublie pas vraiment à la fin du match s'il en fait une. Mais oui, Reto Berra, lui aussi, je pense que c'est un gardien qui peut être un atout énorme pour Fribourg-Gotteron en play-off. Mais depuis un mois, il était correct et tu as besoin d'un Reto Berra excellent pour Fribourg, vu que justement, Fribourg va pas marquer 4 buts tous les soirs, surtout en play-off, donc derrière, ça a intérêt de tenir. Là, en ce moment, c'est vraiment le cas. Et si Berra peut encore un tout petit peu monter son niveau, Fribourg pourrait être dangereux. Moi, il y a un joueur, pour parler de la défense, je trouve qu'il est... En anglais, on utilise le terme de unsung hero pour dire c'est le héros de l'ombre. Ouais, dont on ne chante pas en fait les louanges. Et pour moi, c'est Benjamin Chavaya qui, je trouve, déjà j'ai l'impression qu'il est plus jeune que son âge. En fait, j'ai l'impression qu'il a toujours eu la vingtaine, mais que en fait non, il arrive gentiment à 32 ans, je crois. T'as pas le droit de jouer à Fribourg si t'as moins de 30 ans en défense. Je crois que c'est ça. Là. Donc, non, il a clairement 30 ans. Mais je le trouve... parce qu'on parle évidemment toujours de Gunderson, on a parlé de Philippe Fouret, on a parlé de ces joueurs qui ont des grandes carrières, et que je trouve que sur la pointe des patins, il s'est quand même fait... il a joué quasiment qu'en National League, il était parti à Ambry, il était venu de Lausanne, et que il a trouvé sa niche, j'ai l'impression, et qu'avec Gunderson, c'est une paire qui fonctionne super bien, et on n'imagine pas autre chose en fait, que Chavaya à côté de Gunderson. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça, c'est vrai qu'il a trouvé sa paire et j'ai l'impression que toute la saison, ils ont joué ensemble. Je suis justement en train de remonter au match d'octobre, mais j'ai vraiment l'impression que Gunderson-Chavaya, quoi, c'est normal. Ils vont tout le temps ensemble. Il y a eu Souter-Yecker qui a été une paire qui a fonctionné assez longtemps aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il s'est établi sur cette première ligne défensive, vu que tu joues avec le défenseur étranger qui avale 28 minutes de temps de glace par match, ou un tout petit peu moins. Oui, je suis d'accord avec toi, il fait clairement son job et c'est devenu un routinier dans la ligue, en fait. Et je suis d'accord avec toi. Ce serait pas un role player, justement? Ouais, on peut clairement le dire, ouais. Et que dans un roster ou dans un effectif avec le salary cap, ou en tout cas où il faut faire un petit peu attention, typiquement ce type de joueur que tu peux faire jouer avec l'étranger, le défenseur étranger, c'est un rôle qui est spécifique parce que il n'y a pas tout le monde, il faut accepter certaines choses, peut-être d'avoir un peu le boulot, tu disais unsung hero pour l'ombre, c'est un peu le boulot de l'ombre, c'est un peu d'aller peut-être nettoyer les bandes, d'être plutôt le gars qui va ramasser des coups, qui va bloquer des shoots. Il n'y a pas tout le monde qui est capable ou qui a envie de prendre ce rôle-là, et que c'est aussi un moyen de rester dans cette ligue, j'ai l'impression, si on est très bon à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est efficace, hein. Et mine de rien, c'est le deuxième défenseur de Fribourg-Gotteron en termes de points. Alors forcément, derrière Gunderson et ses 42 points, là aussi c'est presque un point par match pour Gunderson, c'est de la folie ce qu'il fait cette saison. Mais Chavaya, c'est 39 matchs, 12 points, 2 buts, 10 passes décisives. Un plus-minus, il me semble, alors je sais, on n'aime pas cette stat, hein, mais il me semble qu'elle n'est pas dégoûtante. Il est à 14. Voilà. Elle est intéressante quand tu peux voir par rapport à d'autres. En fait, s'il y a un plus 14 et un moins 14 aussi, moi c'est ça, c'est quand il y a un gros écart que je trouve intéressant. Et donc ouais, je suis d'accord avec toi, il fait vraiment sa saison. Je pense qu'on n'en a pas parlé de la saison de Benjamin Chavaya. C'est vrai, comme tu disais, on a souvent parlé d'Aplanalp, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. On a parlé des Bichères, pas forcément pour les bonnes raisons non plus. Fouret, on l'a souvent évoqué. Chavaya, il a fait sa saison, il est passé sous les radars tout le long, mais tu as raison et je trouve que c'est bien que tu l'aies mis en avant. On fait un détour pour terminer cet épisode par la Swiss League parce que ça nous a semblé assez intéressant de revenir en fait au moment où on va commencer les playoffs et avec cette histoire de potentiel National League fermée à 14 équipes, le fait que 4 équipes ont posé leur dossier, Cloton, Ajoie, Holton, Vierge, mine de rien, il y a un véritable
En jeu. En jeu, exactement. J'ai intérêt, forcément qu'il y a un Il y intérêt. a toujours l'intérêt, mais c'est vrai que pour une fois, il n'y a pas le barrage. C'est pas comment dire, un parcours d'obstacles de monter en National League. En fait, tu gagnes ton titre de Swiss League et tu es potentiellement promu si le dossier a été accepté. Exactement, et on a 2 équipes qui ont été vraiment dominatrices, c'était Cloton et Ajoie. Ajoie, ça nous intéresse un petit peu plus, forcément, on va dire, culturellement parlant, puisque ce sont des romans et ils vont affronter Viège, un quart de finale qui est... le terme explosif me paraît un petit peu exagéré, mais on est quand même sur 4 matchs entre les 2 clubs et ils ont tous eu lieu cette année. Donc en plus, ils sont assez frais dans nos mémoires. Et on a Ajoie qui s'est imposé 5-2 en janvier. Puis en février, Viège 3-2, 1er mars, Viège 3-2 et le 7 mars, Ajoie 4-3 au tir au but. Les 3 derniers matchs, donc sur un mois, ont été tous disputés, en tout cas du côté des Hauts-Valaisans, sous la houlette d'Yves Sarrault. C'est assez intéressant, parce que ça veut dire comme ils ont changé d'entraîneur, là on se retrouve avec un match-up, un duel entre 2 coachs québécois, et on a vu que Yves Sarrault avait surdonné une âme à ses Valaisans, et honnêtement, quand on se rappelle d'Yves Sarrault le joueur, on n'a pas tellement envie d'affronter une équipe en play-off, en tout cas, coachée par lui. Ouais, je pense qu'on voulait déjà, on n'aurait pas voulu affronter le joueur Yves Sarrault déjà lors des playoffs, donc tu as raison. C'est 2 équipes qui sont quand même terriblement différentes dans leur construction, je trouve, entre Viège et Ajoie. Ajoie, c'est une équipe qui, alors forcément, le duo Ezen-De Vos a survolé la ligue, qui sont les 2 meilleurs compteurs et de très loin en Swiss League. Ezen, c'est 41 buts, 40 passes décisives. De Vos, 27 buts, 52 passes décisives. Ils ont 81 et 79 points respectivement en place 1 et 2. Le 3e, c'est Asselin à plus de 13 points de Vos. Quand on dit survoler la ligue, c'est vraiment survoler la ligue. Et le meilleur compteur de Viège sur cette saison, c'est Van Gilder, qui a 36 points en 33 matchs. Donc, c'est une équipe qui est moins, on va dire, un one-man show, un two-man show comme le HC Ajoie. Mais je pense aussi que réduire le HC Ajoie à ces 2 joueurs, c'est aussi faire un petit peu une erreur, parce que justement, ils sont continuellement en haut du classement. Ils ont gagné le titre, ils ont gagné la Coupe de Suisse. Un Thibaut Fressard à 43 points. Ils ont des joueurs suisses qui tiennent la route. Frey à 34 points, ce qui équivaut à Van Gilder presque à Viège. Donc finalement, c'est une équipe qui a certes une première ligne de feu, mais qui a d'autres joueurs qui sont capables de tenir la baraque. Derrière, tu as des joueurs t'as des routiniers, tu as des Howard, Pouilly, Rouillet, Beerbaum, qui sont des joueurs qui ont une expérience assez riche. Ouais. Yogi qui peut jouer les 2 positions, et il a joué un petit peu de défense quand il fallait aller dépanner. Il peut jouer à l'aile s'il faut dépanner. Mais My Gunman. Complètement. Donc, c'est une équipe qui est complète, je trouve. Et c'est, pour moi, dans cette série face à Viège, alors certes, c'est compliqué de jouer Viège, mais Ajoie doit s'en sortir, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu regardes le contingent, tu as complètement raison, hein. Au bout d'un moment, oui, Troy Josephs, Mark Van Kilder, Michael Donner, ça c'était la première ligne lors du dernier match contre Ajoie. Hein. Et puis, Sandro Brugger, alors on se souvient, Sandro Brugger, on se rappelle de lui comme étant le mec qui était venu aider Berne en fin de saison, où on se disait, mais Sandro fucking Brugger, si je me rappelle bien les termes exacts que tu avais employés. Non, j'ai sûrement pas dit ça, c'est pas vrai. Attention aussi à Fabian Aberstich, lui très intéressant joueur de Swiss League. Je me souviens de lui comme étant un joueur, tu parlais des M20, ceux qui sont passés par les M20 et qu'il faut toujours suivre, parce que tu parlais de Mettler, c'est ça que tu disais ? Julien Mettler dans la région zurichoise du coup. Aberstich, cette saison. Alors, je sais pas si tu es sur sa fiche, parce que comme ça, moi, de mémoire, c'est Zug et Langnau. Langnau, ça, je suis 100% sûr, effectivement, parce que c'est là où je me rappelle de lui. Ouais. Alors, est-ce que
dans le tas, il y a du... Parce qu'il fait, il est le deuxième meilleur compteur du club avec 34 points en 45 matchs. Et oui, il a fait toute sa formation à Langnau, passé par Zug à un moment. Et il a une expérience qui est quand même assez intéressante. Mais moi, j'en reviens toujours à ma base. Ajoie est le grand favori de ce match-up. D'ailleurs, on a posé la question à Alain Birbaum, donc défenseur du HC Ajoie, sur ce match contre Viège qui pourrait, si on nous annonce que la finale de Ligue B c'était Viège-Ajoie, on n'aurait pas été complètement surpris. Bah non, quart de finale, on l'écoute. Effectivement, c'est une grosse affiche en quart de finale. Je pense que si on regardait en tout début de saison, ça aurait plutôt été une affiche qui aurait pu se dérouler en demi-finale. Maintenant, veut pas, on est favori de la série. Je pense que quand tu finis premier ex-aequo avec l'Automne, ben, même si Viège n'était pas à sa place qu'il aurait peut-être dû occuper à la fin de la saison, on reste le favori, mais c'est une série qui va être indécise parce que Viège, depuis l'arrivée de Sarro, c'est une autre équipe, une équipe qui joue mieux au hockey, qui nous a posé des difficultés lors des derniers matchs qu'on a joué contre eux. Donc ça va être une série qui va jouer sur les petits détails, mais voilà, à nous de montrer que tout ce qu'on a fait durant la saison ne nous a pas été fait pour rien, et puis que ce n'est pas un accident si on a fini entre guillemets vice-champion de la saison régulière avec l'Automne. Non, bah effectivement, je crois qu'il a bien résumé. C'est pas un accident si Ajoie a fini non. aussi bien classé cette saison. Et comme tu l'as dit en introduction, Ajoie est l'un des 4 clubs à avoir posé son dossier pour monter en National League en cas de victoire avec Viège. Du coup, on n'en aura plus que 3 au mieux après les quarts de finale. Cloton, Holton et donc Ajoie. Est-ce que ça implique une pression supplémentaire pour cette équipe finalement? Donc je laisse écouter la réponse d'Alain Birbaum. Non, on ressent aucune pression par rapport au fait qu'on a posé un dossier pour monter en National League. Je pense que le club l'a fait car ils étaient en droit de le faire. Après, on n'a jamais eu comme objectif ou comme consigne ou quoi que ce soit de absolument monter en National League. Si ça devait arriver, on l'acceptera. C'est surtout pour ça que le dossier a été posé, mais on ne ressent aucune pression. Nous, la seule pression qu'on a, c'est qu'on se la met nous-mêmes, c'est qu'on veut gagner. On est une équipe de gagnants. On l'a montré la saison dernière en Coupe Suisse. Et puis je pense que voilà, nous, on a la pression de vouloir finir champion. Après, la promotion, ce n'était pas un objectif en soi, donc aucune pression là-dessus. Justement, il dit que la pression, c'est d'être champion. Ajoie connaît cette pression finalement d'être champion. Lors de la saison 2015-2016, on se rappelle le titre avec le dernier match de Steven Barras. Enfin, toute la région doit s'en souvenir. C'est une équipe qui est quand même habituée à gagner finalement. La pression de la finale contre Davos en finale de Coupe de Suisse saison 2019-2020, ça n'a pas semblé les avoir trop dérangés non plus, j'ai l'impression. Par contre, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'Ajoie a sa place en haut? Et moi, quand je me rappelle de t'entendre sur ce sujet ces derniers temps, où tu es un peu sceptique. Oui, je suis sceptique parce que pour moi, on a regardé simplement les capacités des patinoires qui sont en National League en ce moment. C'est pour ça que Cloton, j'ai aucun souci avec ça, à mesure où leur arena, elle est... je sais pas comment... En un temps, pour moi, c'est toujours le Schlüwweg. Hein. C'était la Kolping, la Suisse, la machin, je sais pas quel est le sponsor. Donc on va dire le Schlüwweg, c'est plus simple. Et 6500 places de à peu près, quelque chose comme ça. Pas de problème, aucun souci. La plus petite patinoire en Suisse, c'est entre l'Ilfis et la St. Galler Cantonal Bank Arena, Lido, quoi, voilà, à l'ancienne. À un peu plus de 6000. Et là, on est sur du 4500. Et je trouve que... Ouais, tu veux... c'est comme Viège à 5100. Tu veux vendre un produit un peu plus... premium à tes abonnés ou à ton public, à tes spectateurs, à tes téléspectateurs. Et pour moi, quand on voit l'image que Chris McSorley veut de Sierre, c'est une patinoire, il a parlé de 7000. Et c'est aussi ça qui me fait dire, voilà, Chris McSorley, il sait qu'à moins de 7000, pour la National League... Alors moi, j'avais mis le curseur à 6000, mais là, 4005, je trouve que c'est vraiment petit, quoi. Si Ajoie avait la Valiant Arena, ou si tous les spectateurs moyens de la Valiant Arena venaient à Ajoie, il y aurait encore 900 places. Hein.
C'est 3650 spectateurs de moyenne à Davos cette saison. Mhm. Donc en termes d'affluence, Langnau, il y a eu peu de matchs, on est d'accord, mais quand même, Langnau c'était 5000 sur les matchs du début de saison. Tes 3006, c'est en configuration Covid? Oui. Ok. Mais Ouais. bon, ça... Oui, mais non, alors là, désolé, là, ça joue pas. Normalement, on avait calculé en temps normal qu'on était à plus de 70% de taux de remplissage de toutes les patinoires de Suisse. Donc, Oui, mais toute la saison, puis Davos, c'est avec la Coupe Spengler. Ouais, Enfin, c'est autre chose. Mais je veux dire, 4500, tu peux tenir une saison si tu es rempli tous les soirs ta patinoire avec 4500. ouais. Et on en revient, pour moi, à la question de base. Est-ce que vraiment on doit avoir 14 équipes qui ont 25 millions de budget et qui jouent le titre? Moi, je suis pas persuadé de ça, non? Par contre, d'avoir une équipe qui vient jouer dans une ligue comme on peut l'envisager, à savoir sans risque de promotion sans risque de relégation ou sans possibilité de promotion, sauf sur dossier de Swiss League, où l'équipe peut travailler tranquillement, où le temps est à disposition pour former des jeunes, pour aider certains joueurs de 20, 21, 22 ans à avoir des vraies minutes de glace. On a assez parlé ces derniers temps des réformes et des 7 étrangers. Alors moi, j'ai aucun problème si on monte à 7 étrangers par équipe, mais il faut monter Cloton et Ajoie. Moi, j'en reviens à mon cheval de bataille. Alors, tu dis il faut donner l'opportunité, il n'y a pas de relégation. Ok, très bien. Je l'entends. Maintenant, on sait que d'être dernier dans une ligue, alors oui, tu fais jouer les jeunes, ils n'ont déjà pas de mouvement junior à Ajoie, c'est un peu... Alors ça, je suis d'accord avec toi, là c'est un problème. Comme le relevait Doug Boulanger. Là, pour moi, c'est compliqué Et après, c'est que si tu perds tes matchs, est-ce que tu as franchement envie, en tant qu'industriel de la région ou en tant que simplement spectateur qui a payé son abonnement, d'aller voir une équipe qui perd tout le temps Et après, est-ce que tu arrives à tenir, à rester avec ton budget, on va dire, de 7 millions et demi, puis à te dire, de toute façon, moi, je suis tout le temps le dernier de National League parce qu'on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux. Peut-être qu'une fois, on peut accrocher les playoffs, mais ça va être... Faut pas se mentir. Tu peux pas tout d'un coup te dire, même si on aimerait que même Langnau puisse viser le titre, j'y crois pas. Donc, Mais surtout, j'ai l'impression que Langnau, ça fait 10 ans qu'ils sont en National League depuis... Il y a eu un passage, on va dire, ils ont tapé le fond de la piscine, ils sont remontés. Ils ont fait combien de fois les playoffs et ils ont quelles ambitions au début de saison? Finalement, j'ai l'impression que le fait d'exister et d'être à ce niveau-là et de recevoir Berne plutôt que Turga ou les Ticino Rockets, ça rend forcément la soirée un peu plus spéciale. Enfin, moi, j'arrive en tout cas à l'imaginer. Mais est-ce que quand tu es Langnau, en étant par essence le petit de Lementhal par rapport à l'ogre CP Berne, de toute façon, c'est comme ça. Voire même Bienne, qui a été champion, et que finalement, tu es le deuxième, là, je dis gentiment, plutôt du côté alémanique, mais tu es quand même le troisième du canton. Ou Ajoie, qui a l'habitude de dominer, d'être parmi les meilleurs clubs de Swiss League pendant maintenant, on va dire peut-être 5, 6, 7 ans, peut-être même plus. Tout d'un coup, d'accepter d'être le dernier à la ville, et plus le premier du village. Je ne sais pas comment tu réagis quand tu es fan de l'équipe. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais pour moi, la Ligue à 14 étant une bonne idée, je me dis s'il y a des équipes qui veulent y arriver, ils ont leur place. D'ailleurs, on a posé la question à Alain Birbaum à ce sujet, c'est est-ce qu'Ajoie, bêtement, a sa place en National League? Bien sûr que je crois qu'Ajoie a sa place en National League, tout simplement parce que je pense que si je regarde en National League, on ne serait pas moins bon ou on n'aurait pas plus de difficultés qu'il y a peut-être un Langnau, un Ambry, voire un Rapperswil. Je pense qu'on a un super public qui nous a toujours transcendé. On a une équipe quand même déjà bien construite. Je pense que voilà, on a un budget qui ne serait pas haut, ça c'est sûr, mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir que des gros salaires dans une équipe pour avoir une belle équipe. Et en la renforçant avec 2 autres étrangers, peut-être 3-4 Suisses en plus, on a une équipe qui pourrait être compétitive pour se battre pour une place en pré-playoff. Et moi, je crois que si le comité a fait les démarches,
j'ai confiance au comité, qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont toujours su gérer tout ce qui est l'aspect financier. Donc, je ne fais aucun souci. Si on a la chance de pouvoir monter, on montera et puis on assumera ça. Et puis, on montrera qu'on n'est pas monté par erreur et qu'on a une place à se faire dans la National League. Finalement, ce qu'il dit, c'est assez juste dans le sens où ça rejoint ce que moi je pense. C'est on a une place à se faire en National League. Et finalement, Rapperswil, si tu regardes ce qui est en train de se passer, aussi quand ils sont arrivés en National League, alors je sais, la région zurichoise, il y a une puissance économique et financière qui est largement Et différente. le canton de Saint-Gall aussi. Oui, on est bien d'accord. Mais tu te fais ta place petit à petit par un bon management, par 2-3 jolis petits coups de relancer des joueurs qui étaient en bout de course ailleurs, puis d'un coup, paf, tu peux aller chercher un Yannick Albrecht qui est quand même un bon joueur de Zug. Alors, je pense que les 11 autres clubs n'étaient pas sur Yannick Albrecht, je suis complètement conscient de ça. Mais ce que construit Rapperswil, année après année, pierre par pierre, ça devient vraiment intéressant. Et finalement, avec d'autres moyens, forcément un peu moindres, je pense, du côté d'Ajoie, surtout j'ai l'impression que les dirigeants vont pas avoir la tête qui explose sous prétexte qu'ils montent en National League et se dire non, mais on va conquérir l'Europe, quoi. Ils vont garder les pieds sur terre et ça prendra peut-être un petit peu de temps, ça. Mais est-ce que ça pourrait pas justement redynamiser le mouvement junior dans cette région-là, et parce que les jeunes Ajulo partent assez systématiquement à Bienne. Est-ce que justement c'est pas l'occasion de relancer une machine à ce niveau-là en tirant par le haut avec la première équipe? Enfin, vaste débat. Oui. On a parlé quasi que d'une série, ou on a parlé que d'une série, mais les autres, il y en a une qui intéresse particulièrement les romans, en plus de cette série du HC Ajoie, c'est Chaux-de-Fonds, qui s'est qualifié par les poils en pré-playoff en match 3 contre Getsek Alliance, jouera contre Cloton. Ça va être chaud, là. Oui. Sierre, l'autre qui nous intéresse beaucoup, c'est Holton. Sierre aura l'avantage de la glace. Honnêtement, en début de saison, qui l'aurait cru? Alors, pas moi. Mais et voilà. Dernière série, Langenthal-Turgovie. Alors, ça intéressera un tout petit peu moins. Les romans. Premier match, dans la foulée de cet épisode, 19h45. Et la suite, ces prochaines semaines, on va faire un pointage durant ces playoffs. Ouais, mais alors, Sierre, ce qui est assez intéressant, c'est il y a Guillaume Asselin, qu'on a vu avec Genève. 66 points en 43 matchs, 25 buts. Mais moi, il y a juste un point que j'aimerais... on finira peut-être là-dessus avec cet épisode. C'est les deux frangins Montandon. Et Arnaud Montandon, 64 points, 46 matchs, 36 buts. Et Maxime en défense, 41 points en 46 matchs. Défenseur ultra productif. C'est des bons hommes plus que solides, hein, ils ont tiré de leur père, en tout cas. Hein. Ouais. Et c'est assez étonnant de voir ces joueurs-là, tout d'un coup, connaître une saison aussi intéressante, statistiquement parlant, mais il n'y a pas que statistiquement. Ils ont vraiment super bien joué cette saison. Alors, bien sûr, ils sont bien entourés. Et si on prend Arnaud Montandon, la saison passée, c'est pas ridicule. C'est 39 points en 36 matchs, donc plus d'un point par match. Mais c'est drôle de voir un joueur tout d'un coup exploser à ce niveau-là, hein, exactement. À ce point-là surtout. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et passé par Ajoie aussi d'ailleurs. Hein. Oui, alors complètement, il est passé par Ajoie. Puis oui, cette équipe de Sierre, finalement, alors on ne l'aurait pas imaginé avoir l'avantage de la glace durant ces quarts de finale, c'est un fait. Mais c'est une équipe qui a quand même... Giovannini au but, c'est quand même une valeur sûre. Derrière, tu as parlé de Montandon, mais tu as un Goran Bezina qui a aussi de l'expérience qu'il peut mettre au profit de son club. Et Dolana, c'est un joueur qui a aussi une longue expérience, qui part ici, Sriman, Thibaut Monet, on en parle aussi plus tellement il a gagné et joué des matchs en National League, en Swiss League, au niveau international. Donc, elle a des armes pour faire bonne figure. Mais alors, Holton, juste parce que comme c'est l'adversaire de Sierre, il y a deux joueurs, je me réjouis de les voir à ce niveau-là. Je sais où tu vas. Évidemment. Tu me connais quand même assez bien. C'est Brennan Ottman qui a 16 points en 34 matchs. Et c'est Mason McTavish qui a 11 points en 13 matchs, dont 9 buts. Ils sont très jeunes, 18 ans. On va voir, là, quand ça commence à être un peu plus serré,
tu joues contre des adversaires qui ont l'habitude de jouer les 2 matchs tous les 2 jours contre le même adversaire, donc ils peuvent se préparer, ils vont faire de la vidéo. Je me réjouis de voir ces joueurs-là, parce que là, c'est dans un contexte qui est hyper intéressant pour eux, pour leur progression personnelle. Voilà ce que je voulais dire. Exactement. Puis tu as aussi un Evgeny Shirayev qui fait une belle saison. Il a 1 point par match à Holton. Ils ont des joueurs robustes, un Fourer aussi à ce niveau-là. Il a plus rien à prouver. Bref, cette série Holton-Sierre, ou Sierre-Holton, plutôt, vu que Sierre a l'avantage de la glace, pourrait aussi être intéressante. J'en conviens tout à fait. Voilà, après ce détour inhabituel, mais pas moins agréable, nécessaire. En Swiss League, on met un terme à cet épisode numéro 26 de la saison de Coldfax. D'ici le prochain épisode mercredi prochain, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, nous écouter, vous abonner sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple Podcasts, SoundCloud, etc. On est disponible un petit peu partout. Avant d'enregistrer cet épisode, on était là un peu à se dire « Ouh là là, on n'aura rien à dire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire ?» On arrive à 1h30 d'épisode, donc finalement tout va bien, on trouve toujours quelque chose à dire, il me semble. Exactement, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine.